Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. Ce soir, nous plongeons au cœur de la tradition. Oui, ce soir, nous parlons des ancêtres et le destin de nos enfants. Quel héritage spirituel laisse-t-il? Et pour ce, nous sommes avec le célèbre professeur Herman Yeglipote à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georgette. Bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Vous allez bien, patriarche? Très très bien. Jamais sans votre chapeau. J'ai envie de savoir à quoi servent ces coris. Bon, disons, on ne peut pas tout savoir. Juste une curiosité, Oui, mais patriarche. peut-être un habillage, qui sait. Seulement, Ou ça a une signification. Le jour qu'on aura envie d'en parler, on va faire une chronique pour expliquer les symboles hein, de ce qui accompagne l'homme sur la terre. Peut-être que même les habits, il faudra bien qu'on décrypte pourquoi on s'habille au-delà de ce que seraient les intempéries et tout ce qu'on sait concernant les saisons. Voilà. est-ce que de temps en temps, quand même, je peux vous emprunter votre chapeau? Bon, c'est comme je peux aussi emprunter votre coiffure. Là, ça ira. Ce sont mes cheveux. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde peut porter un chapeau pareil? Non, mais chacun est libre de porter ce qu'il veut. Avec des Bon, coris? ce n'est pas forcément mon chapeau. Il peut porter son chapeau qui ressemble au mien. Vous répondez vraiment aux questions, professeur. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons prendre la première partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. Les ancêtres et le destin de nos enfants, quel héritage spirituel. Après avoir analysé l'impact occulte des parents sur l'éducation des enfants, il nous semble opportun de nous pencher désormais sur les obligations et devoirs occultes des enfants à l'égard des parents, voire des aînés. Il est normal qu'au cours de cette édition, nous puissions une fois de plus nous pencher sur la qualité de l'éducation que nous donnons à nos enfants. L'humanité, au fil des époques, fait face à des mutations qui avancent à grands pas, si bien qu'il est difficile de cerner ce qu'il faut faire pour soi-même et son avenir, et pire encore, ce qui pourrait servir de modèle d'éducation à nos enfants. Les parents ont été remplacés par les réseaux sociaux qui, malheureusement, favorisent une éducation inconsciente. L'image spirituelle que dégage une telle éducation pour l'enfant, provenant d'un monde de plus en plus numérique, où les réseaux sociaux ont pris une place incontournable dans le quotidien des plus jeunes, y compris des parents, est malheureusement déplorable. Toujours plus de Facebook, d'Instagram, de TikTok, sans oublier YouTube. Ces plateformes façonnent non seulement la manière dont les enfants interagissent, mais influencent également leur perception du monde, leurs valeurs et leurs croyances. Ce phénomène soulève des questions fondamentales sur leur impact sur l'éducation spirituelle des jeunes générations. Comment les réseaux sociaux, souvent perçus comme des espaces de distraction et de divertissement, peuvent-ils, ou non, soutenir l'éducation spirituelle de l'enfant? Dans de nombreuses cultures, les ancêtres sont perçus comme des guides spirituels, des protecteurs et des maîtres de sagesse, transmettant à leurs descendants un héritage riche en traditions, valeurs et croyances. Cette notion de l'héritage spirituel ne se limite pas seulement à un ensemble de pratiques ou de rituels, mais s'étend à une transmission invisible de force, de mémoires et d'énergie qui façonnent, à leur insu, le destin des générations futures. La question de l'héritage spirituel se pose donc avec une acuité particulière dans le monde contemporain, où la fracture entre les ancêtres et les enfants semble parfois se creuser, notamment avec la modernisation, la laïcisation et la mondialisation des sociétés. Il existe une certaine sorte de laisser-aller des parents qui se traduit par l'absence de surveillance des engagements des enfants vis-à-vis de leurs obligations et devoirs, même lorsqu'ils deviennent grands. Le mal naît d'un manque de force de frappe des parents,
qui ignorent ce que deviennent leurs enfants lorsqu'ils sont déjà pris dans les tourments d'une société en perte de repères. Dans cette chronique, nous allons explorer le concept d'héritage spirituel à travers les liens entre les ancêtres et le destin des enfants. Nous nous interrogerons sur la manière dont cet héritage se manifeste et comment il influence l'avenir des jeunes générations. En règle générale, tout devrait ou doit commencer par le principe de l'héritage spirituel, qui permet d'apporter une réponse à la question universelle. Il s'agit d'une idée qui porte sur l'héritage spirituel universel et qui s'accorde avec nos rites ancestraux. De l'Asie à l'Afrique, en passant par les Amériques et l'Europe, en raison des supplices et des difficultés de trouver une existence aisée, les cultures humaines ont fini par développer des rites, des croyances et des mythes relatifs à la relation entre les vivants et les morts. Dans de nombreuses traditions, les ancêtres ne sont pas considérés comme disparus, mais comme des êtres toujours présents dans la vie des descendants, interagissant avec eux à travers les rêves, les visions, les intuitions ou même les événements marquants de la vie. Dans nos sociétés africaines, par exemple, l'ancêtre est souvent perçu comme une figure clé qui guide les vivants dans leur quête de sens et de réussite. Il n'est pas seulement un être du passé, mais une présence active qui veille sur la famille et la communauté. De même, dans les traditions amérindiennes, la relation aux ancêtres est essentielle pour maintenir l'harmonie et la pérennité des cycles naturels. En Orient, notamment dans le bouddhisme, les ancêtres sont souvent vénérés, et leur influence sur le destin des vivants est reconnue. Tout dépend de l'éducation spirituelle. Celle-ci ne doit pas se limiter à une simple transmission de croyances religieuses, elle doit inclure également une réflexion sur soi et sur le monde, la construction de valeurs humaines profondes et le développement de la conscience éthique. Elle doit permettre à l'enfant de s'ancrer dans un cadre de référence qui dépasse son environnement immédiat pour s'ouvrir à des dimensions plus larges de l'existence, qu'elles soient philosophiques, religieuses ou humaines. Professeur Herman Negliport, est-ce qu'on peut savoir quel est, quel est le rôle que les ancêtres jouent dans la vie d'un enfant? Bon, disons, le rôle nous ramène à ce que nous entendons par héritage spirituel. On a l'impression que le spirituel n'existe pas. Si quelqu'un a eu de la famille, si quelqu'un a acheté un terrain, si quelqu'un a construit une maison, ou s'il a construit des cités entières, on parlait d'héritage. Ça se comprend, parce que c'est ça, pour du vrai, l'héritage. Oui, Mais sauf que... Mais si ce n'est pas cela, un monsieur qui meurt, il laisse les enfants en location. Après son décès, on vient les chasser avec les mamans. Ils n'ont rien hérité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vécu pour rien, ne sert à rien. Alors, maintenant, est-ce que on sert à quelque chose seulement ou on est seulement important lorsque on a mis l'accent sur sa vie matérielle, où on a tout mis dans le matériel, du tangible, et que tout ce qui était du domaine abstrait n'a pas de sens. Alors c'est de ça qu'il est question ce soir. Est-ce qu'il y a un héritage qui soit subtil, qu'il soit, abstrait, mais qu'il soit quand même un héritage? Est-ce qu'il y en a? Ce genre d'héritage, où on peut trouver cet héritage et dans quel genre d'entendement cela peut se passer à notre époque moderne? Parce que quand quelqu'un
parler d'héritage, il faut que c'est quelque chose se présente de manière concrète. Alors donc, je ne sais pas comment répondre à ta question. Oui, lorsqu'on parlait de l'héritage, professeur, vous parlez de l'héritage spirituel. Voilà. Oui, nous sommes habitués à l'héritage physique, Matériel. matériel. Mais à quoi ça nous sert, un héritage spirituel? Encore que c'est quoi? C'est ce que je dis, que cet héritage-là ne nous sert à rien. Pourquoi? Parce que on ne sait même pas s'il existe. Pourquoi donc en parler? Voilà. Parce que nous sommes dans le monde inconnu, de un. De deux, parce que nous, on croit à l'éveil spirituel, à l'élévation spirituelle. Nous croyons fermement, du point de vue métaphysique, du point de vue occulte, qu'il existe un chemin et que ce chemin, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Et que c'est grâce à ces chemins que l'homme, l'empruntant, peut évoluer normalement vers sa divinisation, c'est-à-dire peut évoluer et aller à la découverte du divin en lui, peut évoluer jusqu'à découvrir la dimension de ce que serait son être intérieur qui est dormant, qui n'est pas perçu, qui n'est pas reconnu comme tel, mais que la prise de conscience déjà à partir de notre émission, de ce programme, peut l'amener à se poser des questions. Et par curiosité, le téléspectateur qui nous suit tout le temps va donc, par lui-même, découvrir l'existence de ce que nous, on pense dire comme si on parlait en l'air ou bien c'était tout simplement les balivernes. La personne va découvrir que ces choses-là existent, du moins ces aspects, des choses existent, et à travers cette prise de conscience, il découvrira donc ce qui serait de l'héritage spirituel. Parce que, prenons par exemple les gens qui font dans les ossements humains, les gens qui font dans les crânes, et tout, c'est l'héritage spirituel. D'accord. Bon, mais sauf que là, on a l'impression que c'est matériel. Parce que lorsque le moment d'enlever un crâne arrive, c'est pas, je n'en sais pas grand-chose, mais je sais aussi que c'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des initiés qui savent que l'heure a sonné pour... Alors, le crâne va se présenter, peut-être qu'on n'a pas besoin de creuser. Ça veut dire donc qu'il y a quelque chose de mystique qui est à relever et qui concerne des initiés particulièrement, et que c'est grâce à ces initiés-là que la matérialité de cette situation se rendra utile à qui de droit ou aux ayants droit. Bon, mais là, c'est du spirituel matérialisé. Il y a donc là, au-delà du spirituel matériel, tangible, il y a du spirituel non matériel, totalement métaphysique, intangible. Cela passe par le fait de ne pas surtout compter sur ce qui serait de la baguette magique que ton père laisse comme héritage, ou qui serait du chapeau comme tu venais de relever là tout de suite, Oui. qui regarde, qui ressemble un peu à des choses abstraites, loin d'être un téléphone portable, Une maison, un terrain. une maison, une voiture. Mais que ces choses-là aient un pouvoir à dépasser une voiture, à dépasser une maison, et qu'on soit héritier de ça,
parce qu'on sait pourquoi. Ce serait la même chose comme on serait héritier des crânes. Bon. Mais l'héritage spirituel qui est en rapport avec nos ancêtres, c'est le fait d'amener une éducation spirituelle au cours de sa vie et qui serait balisée de façon à ce que les générations futures de cette famille en profiteraient. Et là, c'est une situation comme une formation, comme une éducation initiatique. D'accord. Que cette famille-là bénéficie, dont cette famille-là bénéficie. D'accord, voilà. Professeur Armagnac Lipote. Mais cependant, si vous laissez votre baguette, par exemple, comme héritage spirituel à vos enfants et qu'ils n'ont pas connaissance de comment l'utiliser, à quoi ça va lui servir? Ça va rester là, ça va servir à rien. C'est comme on peut mettre à la disposition d'un membre de la famille le crâne qui ne lui sert à rien. Parce que lui, il est chrétien. Hein? Ces histoires-là ne le concernaient pas, dit-il. Alors qu'il est dans la lignée, généalogiquement, il n'a pas à tergiverser devant ces reliques, parce que c'est dans la lignée de la famille et ça a une portée occulte dont il ne doit pas nier les effets. Voilà. Mais je voudrais savoir quel est le rôle que les ancêtres jouent dans la transmission de qualité et de valeurs spirituelles aux enfants. Comment ils peuvent protéger? Oui, allez-y. Oui, d'abord parce que avant de mourir, lorsque on a un héritage, on fait un testament. On fait asseoir les membres de la famille avant qu'il y ait des notaires et tout. Et on partage les biens en disant telle maison va concerner telle personne, la cacaoyère ou bien la plantation de café, c'est telle autre personne et tout. Bon, je ne veux pas qu'après moi, qu'il y ait la bagarre. Vous devez rester unis et tout. Voilà, je vous ai partagé l'héritage, tout le travail que j'ai fait durant des années et faites-en bon usage. Ça, c'est l'héritage physique. Bon, l'héritage matériel, ça peut être une cuillère que tu mangeais avec. Ça peut être la fourchette. Des couverts, quoi. Et ça a quel pouvoir, ces couverts? Et puis, ça entrait dans ta bouche tout le temps. Et ta bouche, à un moment donné, n'était pas la bouche de qui parlait n'importe quoi ou qui fait n'importe quoi avec sa bouche. Ta bouche avait un pouvoir et les vibrations et tout se sont implémentées, se sont installées sur la cuillère. D'accord. Et cette cuillère, on peut en bénéficier comme autant on aurait eu une voiture qui allait faire un accident, par exemple, ou qui allait vieillir. Mais la cuillère devrait rester là. D'accord. Donc, il y a des choses qui sont éthiques, qui sont essentielles, parfois, mais qui sont de peu de valeur, au vu su de tout le monde, quand on constate que tout ce que ton père t'a laissé avec, c'est une cuillère. Les gens se posent la question, est-ce que la personne à qui on laisse cette cuillère se demande que c'est tout ce qu'il a vu comme bien à me laisser avec. Alors ça veut dire qu'on a simplifié. Et ce qui devrait être de ce que serait bien en mangeant avec cette cuillère et en ayant une prise de position dans les échanges à chaque fois, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans les réunions de famille, ou partout tu devais prendre parole, ce serait une parole d'évangile grâce à l'utilisation de cette cuillère. Et tu n'en sais rien. Et que peut-être que tu aimes bien prendre parole, tu es même journaliste, je ne sais pas quoi, mais
tu ne comprends pas les secrets de ce que c'est que l'héritage d'une cuillère. Pourtant, ton père, lui, est resté ton père. Même mort, il est ton père. Et il vous protège. Et puis, la cuillère devrait être le relais entre vous et lui. D'accord. Alors, vous avez manqué le coach et vous restez vous plaindre, votre travail ne marche pas et tout. Et puis, vous êtes dans les lieux de prière tout le temps. Pourtant, la solution est juste à côté. Mais pourtant, vous n'avez pas... Il savait bien que vous aurez des problèmes après sa mort et que qu'est-ce qu'il doit faire pour t'aider. Et il a bien fait de te laisser quelque chose qui devrait bien t'aider, malheureusement. D'accord, professeur Hermaniel Lipote, et pour ces parents-là qui décèdent sans avoir pris la peine de laisser un testament, comment les enfants font pour s'organiser? Non, en règle générale, je ne pense pas que le fait de laisser un testament, ça veut dire qu'on a été responsable par rapport à celui qui n'a pas laissé de testament. Bon, c'est un procès que moi, je ne m'y mets pas. Mais je sais une chose, lorsque... Non, je veux dire quoi? Cette personne a des biens et un accident, ça peut arriver, professeur. Il n'a pas eu le temps d'arranger, comme on dit souvent, le chemin avant de partir. Oui, bon, mais écoute, c'est pas que je n'ai pas compris ta question. J'ai voulu prendre un volet pour la répondre. Bon, je sais une chose, c'est que du vivant de toute personne sérieuse, elle sait que après, elle va laisser des choses. Elle va laisser des choses, peut-être elle va laisser le lit, peut-être la radio, peut-être la télé, peut-être... Chacun a quelque chose qui lui est cher de son vivant et qui n'a pas besoin de donner ça à quelqu'un tant qu'il vit. Et parmi les choses, il y a peut-être les terres, qu'on a acheté des terrains. Parmi les choses, il y a. Bon, mais maintenant, lorsque tu commences à sentir ta mort venir et que tu ne dises rien à personne sur ce que tu les lègues comme que tu as un héritage à les léguer, tout dépend. Ça dépend de la qualité d'éducation que ces enfants-là ont reçu. Et ils n'ont rien voulu de ça. Parce que si je suis à la télé tous les jours, tout le temps, quoi, je fais dans une communication éthique. Je constate que aucun de mes enfants n'est intéressé. Ce qui est de la métaphysique ne les concerne donc pas. Je n'aurais rien à les laisser de ce point de vue-là, mais pourtant, je vais laisser quelque chose à un enfant venu de nulle part, hein, m'accompagner, ne fût-ce qu'une épouse par ricochet, ne fût-ce qu'une gamine ou un gamin qui est intéressé. Parce que le système castique, c'est un système qui rentre dans le cadre des communautés qui ont formé des castes de communication ou de communion du point de vue métaphysique et dans un cadre occulte bien déterminé. Mais il y a aussi des rencontres avec des personnes qui sont ouvertes à partager. Non pour avoir un grand savoir par rapport au mystère de la vie, mais pour un partage par rapport à leur niveau, se disant que ce petit niveau-là suffirait pour certaines personnes pour démarrer quelque chose et venir à le dépasser. D'accord. Voilà.
Alors, ces gens-là doivent bénéficier de l'attention de la personne qui échange avec. Et là, ça devient comme une formation, comme une école éthique qui forme les gens et qui n'est pas en train de former des personnes nécessairement les membres de la famille, encore moins les enfants de ces enfants. Bon, et comme il n'y a que des personnes et qui partagent le même karma, hein, et qui vont ensemble, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Alors, tu ne pourras pas faire avec ton enfant alcoolique ce que tu aurais dû faire avec l'enfant supposé n'est pas être ton enfant. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où les gens qui sont avec nous ne sont pas nos gens. Hein, que ce soit dans le cadre tribal, racial ou quoi. On n'est jamais avec des gens par hasard. Hein, parce que le hasard ne donne jamais naissance à quelque chose. Quand vous êtes avec quelqu'un, oubliez que cette personne-là ne parle pas la même langue que vous. Cette personne-là ne fait pas partie de votre religion. Cette personne-là ne fait pas même couleur de peau que vous. Sachez que vous aviez un point commun, c'est ce qui vous lie ensemble. Et ce point commun est plus important que la langue, la race, la religion. Hein? Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, nous allons prendre la deuxième partie de la chronique. Les ancêtres et le destin de nos enfants, quel héritage spirituel. Deuxième partie. Dans le cadre de l'éducation spirituelle, il s'agit avant tout de chercher à éveiller chez l'enfant la capacité de se poser des questions essentielles sur le sens de la vie, la souffrance, l'amour, la solidarité ou la justice. L'enfant doit être en quête de sens, souvent nourri par les échanges au sein de la famille, de l'école, mais aussi par des pratiques religieuses ou philosophiques. Cependant, face à l'explosion de la présence numérique et à l'omniprésence des réseaux sociaux, cette quête spirituelle se trouve désormais confrontée à de nouveaux défis. Certains estiment qu'il est essentiel de mettre l'accent sur la transmission du destin à travers les générations. Cela soulève une question centrale dans le débat sur l'héritage spirituel et le destin. Si les ancêtres ont effectivement une influence sur le destin des enfants, à quel point cette transmission peut-elle être consciente et volontaire? Les enfants naissent-ils avec un destin déjà tracé, celui des ancêtres, ou ont-ils la liberté de réécrire ce destin par leurs choix et leurs actions? Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'idée selon laquelle l'âme du nouveau-né est en lien avec les âmes des ancêtres est largement répandue. Selon cette vision, l'enfant aurait choisi de s'incarner dans une lignée familiale spécifique pour poursuivre une œuvre commencée ou pour résoudre un conflit non réglé. Cela suggère que le destin des enfants est intimement lié à l'histoire de leurs ancêtres, tout en restant ouvert aux choix personnels. La liberté individuelle, dans cette perspective, ne serait pas incompatible avec l'influence des ancêtres. Ce concept peut également être mis en lumière par l'étude des arbres généalogiques et des lignées familiales. Certains travaux en psychologie transgénérationnelle et en métaphysique cherchent à démontrer que l'enfant, dès sa naissance, choisit où il doit naître en fonction de situations karmiques. Ainsi, le choix de la famille serait conscient et lié à une mission spirituelle, tant au sein de cette famille qu'au sein de la communauté qui l'accueille. Cela montre que les membres d'une même famille peuvent être confrontés à des héritages émotionnels et psychologiques remontant à plusieurs générations. Ce destin familial peut prendre des formes diverses, une malédiction perçue, une fidélité inconsciente à un modèle ancestral, ou encore la répétition de traumatismes. Le principe de ne pas oublier les ancêtres est l'un des plus grands défis actuels.
Dans un monde de plus en plus matérialiste et individualiste, où les repères spirituels et collectifs tendent à disparaître, l'attachement à la mémoire des ancêtres est souvent relégué au second plan. Les jeunes générations, de plus en plus éloignées des traditions et des croyances anciennes, risquent de perdre le lien profond qui les unissait à leur histoire spirituelle et culturelle. Cette rupture, parfois perçue comme une avancée vers la modernité, peut avoir des conséquences négatives sur l'équilibre intérieur des individus et sur leur capacité à comprendre les enjeux profonds de leur propre vie. Conclusion. L'héritage spirituel des ancêtres représente un lien invisible mais profond entre les générations, un fil conducteur qui traverse le temps et l'espace. Cette transmission n'est pas un simple héritage de traditions et de croyances, mais une force vivante qui façonne subtilement le destin des enfants. Les ancêtres, qu'ils soient vus comme des guides spirituels, des protecteurs ou des figures symboliques, jouent un rôle essentiel dans la construction de l'identité et du parcours de vie des jeunes générations. Dans le monde moderne, où le lien avec les ancêtres s'effrite souvent, il est plus que jamais nécessaire de redonner du sens à cette transmission spirituelle. Le destin de nos enfants ne se limite pas à un héritage matériel, mais englobe également un héritage de sagesse, de mémoire et de forces invisibles, capables d'orienter leur chemin dans la complexité de la vie. Si nous souhaitons offrir à nos enfants un véritable héritage spirituel, nous devons apprendre à écouter les voix du passé et à les intégrer de manière consciente dans notre présent, afin de leur permettre de bâtir un avenir harmonieux et éclairé. Professeur Hermaniak Lipote, tout à l'heure, pendant qu'on échangeait, vous avez dit, qu'une personne ressent qu'il veut mourir, je vais dire ça comme ça, terre à terre, comment on fait pour ressentir qu'on va même partir? Non, mais des personnes, on ne peut pas dire sérieuses, mais on peut aussi dire comme ça, écoutent leur corps. Comment? Il y a un langage, ils sentent que, sans ou étant malade, il ressent qu'il peut à tout moment décéder. Il y a d'autres personnes qui, grâce aux travaux initiatiques et tout, savent bien que elles sont entrées dans une période de transition, c'est-à-dire des décès, donc qui doivent mourir. C'est en ces temps-là qu'ils réunissent les gens. En principe, c'était comme ça avant. Parce que il n'y avait pas de notaire, mais quelqu'un n'écrivait pas de testament. Le testament était verbal. Alors, on réunissait la famille pour dire au revoir à la famille, au point où le père de la famille qui réunissait ses enfants, ses épouses, parce que parfois c'est des gens qui étaient même polygames, savait qu'après cette rencontre, il n'a pas 48 heures pour mourir. Bon, et il invitait tout le monde à venir, et en insistant que celui qui sera absent, alors tant pis pour lui. Bon, ça veut dire que longtemps avant l'école occidentale, longtemps avant les institutions religieuses, longtemps avant l'organisation sociale que nous avons aujourd'hui, l'homme était plus proche à la nature. Et il avait une communication où, étant dans une communion avec la nature, avait une appréciation des changements qui peuvent être en rapport avec sa vie. Et comme on ne meurt pas, on change de vie. Dans cette histoire de changer de vie, on est d'accord que on reste en vie, bien que n'étant plus vivant. Parce que ça s'explique comment.
quand on dit les ancêtres veillent sur nous, mais les gens ne comprennent pas ça, parce que Il n'y a pas de preuve physique, professeur. ils n'ont même pas été en phase avec des gens qui en parlent et qui sont les gens qu'ils côtoient par le sérieux des mouvements. À l'école, c'est un mouvement, c'est une institution qui entretient le cerveau des gens et qui fait la part belle, de façon à ce que quand un médecin dit quelque chose, c'est une parole d'évangile en quelque sorte, en tant que scientifique. C'est la même chose avec l'Église. Mais tous ces instruments, toutes ces institutions coloniales n'ont pas permis à ce que l'homme reste lui-même. Parce que ce n'est pas une histoire d'Afrique, mais c'est une histoire mondiale. Une histoire mondiale comment? Parce que on ne va pas me dire que l'homme blanc est ancré dans la tradition et comprend le mécanisme de son être intérieur, sauf si des blancs qui sont restés fermes sur la donne d'éducation initiatique, avec des mouvements initiatiques en prime qui ont traversé les âges, dont certains de ces mouvements sont même partis de l'Afrique et ils sont devenus héritiers de ces mouvements de l'Europe jusqu'aux Amériques. Alors, en dehors de ces messieurs-là, l'ensemble des communs des mortels sont des messieurs lambda qui croient à une existence divine, qu'il faille prier tout le temps pour résoudre ces problèmes. Et là, on n'est pas dans la spiritualité d'élévation, on est dans la spiritualité de lamentation. On se lamente, on prie, on obtient des résultats par rapport à la prière, et lesquels résultats font croire que justement on est dans le bon milieu. C'est comme une personne qui prend des médicaments, son mal se calme, et il ressent combien personne n'a le droit de critiquer le médicament parce que lui, il a flirté la mort. Alors donc, là, nous sommes dans un modèle d'existence qui n'a rien à voir avec la vie. Parce que la vie, c'est une entité à part. Le corps physique en est une autre à part. D'accord. Les liens qu'il y a entre le corps et la vie et l'âme, c'est un lien qui doit être minutieusement étudié pour que l'homme puisse s'élever. Voilà. D'accord. Professeur Herman Lipote, j'aimerais savoir comment les enfants peuvent-ils se connecter à leur héritage spirituel et recevoir les bénédictions des ancêtres? C'est une question de formation. C'est une question de formation, d'autant plus que il faut que l'enfant, depuis le bas âge, réalise que il y a du spirituel en lui, il y a un chemin. Parce que prenons un enfant qui, depuis le bas âge, réalise qu'il y a Jésus. Depuis le bas âge, réalise qu'il y a Allah. Alors, il ne doute pas de ça. Mais sauf que ce n'est pas des voies d'élévation spirituelle. C'est des voies morales. C'est des voies qui ont un sens. Ces sens-là est tel que vous vous assujettissez à des discours qui vous permettent quand même de croire que superstitieusement vous êtes protégé. Parce que il ne faut pas oublier aussi que l'homme est superstitieux par essence. Quand il n'a plus le bénéfice de la protection de ses parents, il doit être protégé par l'argent. Donc il doit trouver du travail. Quand il a l'argent, il est arrogant,
Parce que c'est qu'on va lui faire quoi? Il a son argent. Il peut acheter les consciences, il peut tout acheter. Bon, alors celui qui n'a pas d'argent doit avoir des amulettes, doit avoir des gris-gris, s'il faille expliquer la chose correctement, qui le protègent. Par exemple, moi, je n'ai pas d'argent, j'ai ma baguette. Professeur. Voilà. À supposer, quoi, Oui. que ma baguette, c'est ce qui me permet de faire ci, faire ça. Bon, mais en réalité, tout ce que nous avons, nous portons en nous ou sur nous. Ce sont des choses qui, à l'intérieur de notre corps, avons plus de force, plus de puissance. Parce que, prenons par exemple, si tu as une bague en or, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre des minéraux. Ton sang est plus puissant en matière de condensation des pouvoirs du monde minéral. Tu n'as jamais su ça et tu n'as jamais su utiliser ce côté-là, malgré que dans ton corps circule ce pouvoir régulièrement. Alors si c'est que c'est une baguette, là c'est la végétation. Ton sang a un pouvoir qui est au-dessus de tout ce qu'il y a comme arbre du monde végétal par le système nerveux et neurovégétatif. Maintenant, si c'est que tu as besoin d'un pouvoir des ossements, ou bien, je ne sais pas quoi, des entrailles des animaux et tout, mais tu es du monde animal supérieur aux autres animaux, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Rien. D'accord. Sauf que l'ignorance a fait que nous manquons de tout. C'est tout. Il ne nous manque rien, donc on n'a même pas besoin de baguettes magiques, on n'a pas besoin des amulettes, on n'a pas besoin des bagues, on n'a besoin de rien que se spiritualiser et trouver la dimension divine qui est en soi. C'est tout. D'accord, mais professeur, et pour ces personnes-là qui ne savent pas à quelle porte frapper, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, je l'ai dit qu'il faut suivre Canal 2 tous les mardis dès 23 heures. Parce que c'est une porte aussi qui s'ouvre comme ça. C'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à l'école de la théologie. Mais tout le monde a la chance d'écouter la Bible même temps à la maison. Parce qu'il y a les dimanches où l'église s'ouvre dans la maison où tu es. Soit à travers la radio, soit à travers la télé. Un pasteur se met devant vous à l'intérieur de votre salon et il prêche. Hein? Et tu suis, et tu dis même la Bible. Des versets bibliques qui... Bon, de même, cette émission doit être une émission où les gens doivent nous prêter l'oreille. On ne sait jamais, ils peuvent trouver leur salut. De même, ils peuvent nous contacter pour plus d'informations que nous sortons d'où avec toutes ces âneries-là, toutes ces bêtises dont nous parlons souvent. Peut-être qu'on va leur dire que, peut-être nous on a lu les livres, peut-être qu'on a eu ça dans les rêves, peut-être nous sommes les appelés. Bon, parce que il n'y a pas de fumée sans feu si nous partageons ces instants avec les téléspectateurs. Ça veut dire que nous avons un rôle à jouer. Tout à fait. Et ce rôle-là, on dit merci aux promoteurs de Canal 2 parce qu'il nous permet de partager avec un grand nombre de personnes qui, grâce à cette émission, le feedback que nous avons prouve que l'émission en valait la peine. D'accord. Donc c'est pourquoi les thèmes ne sont pas au hasard, même si d'autres personnes peuvent penser que c'est par hasard. Et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de panels, parce que nous ne sommes pas là pour montrer que nous dépassons tout le monde
et qu'on s'exhibe intellectuellement avec la langue d'emprunt, parler le gros français, de parler le gros anglais, sur des choses sérieuses, chacun défendant sa chapelle. Parce que si on a un panel, un prêtre, un panel, un imam, un panel, c'est pas moi, un philosophe et tout, bon, est-ce que le téléspectateur va se retrouver? Parce que le but de certains échanges serait de tomber d'accord quand même pour permettre à ce que la société soit construite. Parce que ce n'est pas s'exhiber qui ferait du bien à la société. Si quelqu'un, peut-être il est chrétien, mais il a besoin d'un plus. Parce qu'il croit qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Et qu'il n'a pas la chance d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a du convaincant dans celui qui parle aussi du christianisme, comme lui, donnant pas la chance qu'un autre message passe. Ce ne serait pas facile qu'il s'en sorte. D'accord. Voilà. À présent, la réflexion et l'évocation. Déclarations hostiles aux réseaux sociaux se multiplient et lorsqu'elles viennent de ceux qui les ont créés, elles prennent une autre dimension. Ce mois, dans Vanity Fair, c'est l'un des inventeurs du web, Tim Berners-Lee, qui a lâché la bombe. Voici ce qu'il dit. Le web a desservi l'humanité au lieu de la servir et a échoué sur de nombreux points. Et il n'est de loin pas le seul à le penser, jusque dans la Silicon Valley elle-même. Martina Shiba. Vous vous souvenez de Frankenstein avec la créature qui échappe à son créateur et qui fait si peur? Eh bien, à la Silicon Valley, c'est un peu pareil. Les créateurs des réseaux sociaux ne likent plus ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Tim Cook, patron d'Apple, dans le journal The Guardian en janvier. Je ne veux pas que mon neveu utilise les réseaux sociaux. Jaron Lanier, pionnier de la réalité virtuelle et qui vient de publier 10 arguments pour quitter les réseaux sociaux tout de suite. Je ne peux plus appeler ça des réseaux sociaux. Je les appelle des empires de modification du comportement. Désormais, on assume ouvertement d'avoir manipulé les cerveaux. Tristan Harris, ancien ingénieur de Google. Dans les années 70, quand vous parliez au téléphone, il n'y avait pas des centaines d'ingénieurs de l'autre côté de l'écran qui savaient parfaitement comment fonctionne votre psychologie. Sean Parker, cofondateur de Napster et qui possède des parts de Facebook. Notre réflexion était comment capturer un maximum de votre temps et de votre attention. Pour ça, nous devions vous fournir des pics de dopamine. Par exemple, on a créé des likes sur vos posts pour vous pousser à continuer. Autre exemple, l'autoplay, les vidéos qui partent sans que l'on ait besoin de cliquer. Le but est de provoquer une addiction. Chamath Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook. Nous avons créé une machine qui déchire le tissu social. En fabriquant des outils qui sécrètent de la dopamine à répétition et du plaisir immédiat, nous avons détruit le fonctionnement de la société. Signe révélateur, les papes du numérique mettent tous leurs enfants dans cette école Waldorf. Pédagogie, 0 écran, 0 ordinateur, 0 robot. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs créé un centre de technologie humaine. Objectif, reprendre le contrôle d'une société prise en otage par la technologie. L'affaire de chacun. Ce que je peux contrôler, c'est ma décision de ne pas utiliser cette merde et de ne pas laisser mes enfants utiliser cette merde. Bonsoir Martina Shiba. Bonsoir. Quand on entend ces propos dans la bouche de ces gens-là, c'est quand même assez fou. Ils proposent même des conseils pour se détacher de son téléphone. Oui, c'est complètement surréaliste. C'est comme si les fabricants de cigarettes ou les producteurs de junk food donnaient des conseils pour apprendre aux gens à se passer de leurs produits. Mais ce cri d'alarme demande surtout que la technologie soit mise au service de l'humain et pas l'inverse. Alors quels sont les conseils qu'ils nous donnent pour reprendre la main? Alors, on pourrait faire ça. Mais la réaction de la plupart des gens, ce serait ça.
Donc, il préfère donner des petits trucs pour se descotcher de son appareil. Supprimer les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, de son portable et ne les utiliser que depuis son ordinateur. Supprimer les notifications. Elles sont en rouge exprès pour attirer l'œil. Ne garder que celles qui permettent de communiquer avec des personnes réelles, donc téléphone, message. Professeur Maniac Liporte, un commentaire par rapport à cet élément? Bon, alors, le commentaire, c'est que ces éléments-là ne nous donnent pas la chance d'être en phase avec l'héritage de nos ancêtres. Ancestral, oui. Parce que même eux-mêmes, ils sont en train de dire à leurs enfants que ce n'est pas l'héritage, là. Hein? Bon, il y a des choses qui sont bien au départ et qui deviennent une folie à la fin. Et la folie étant adoptée, et tout le monde devient fou. Okay. Voilà. On va prendre la page pratique et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Dans la Silicon Valley, je voulais vous parler d'une école un peu particulière qui s'appelle la Waldorf School of the Peninsula. C'est l'école préférée de tous les cadres de la Silicon Valley. Tous les grands ponts de Google, Apple, Facebook mettent leurs enfants dans cette école. On a envoyé nos enfants là-bas avec. Ouais, alors qu'il y a une petite particularité, cette école, c'est qu'elle est complètement déconnectée. Voilà, donc c'est une école. Alors là, il n'y a pas de smartphone, c'est sûr. Mais il n'y a pas d'ordinateur non plus, il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a vraiment rien du tout. Et c'est vraiment école à l'ancienne, hein, c'est ce qu'on voit ici. Ils ont l'air de survivre. Et ils ont l'air de survivre, mine de rien. Donc c'est une info et papier des encyclopédies, mais pas Wikipédia, l'encyclopédie de 5 kilos à l'ancienne et au cœur de la Silicon Valley. Pour vous dire, on est à Loyola, c'est une ville de Californie. On est pile géographiquement entre le siège de Google à Mountain View et le siège d'Apple à Cupertino. Donc on est vraiment dans le cœur du réacteur et les 3/4 des élèves de cette école, eh bien ce sont des fils et des filles de cadres de la tech. Donc c'est-à-dire ceux qui bien renseignés. ceux qui connaissent le mieux en fait tous les rouages, tous les secrets de ce monde ultra connecté qu'ils sont en train de concevoir, et ceux qui en connaissent aussi le mieux tous les dangers potentiels. Et c'est pas un hasard, et c'est même si ça peut sembler un peu paradoxal, si eux mettent le plus possible à l'écart de ces technologies leurs enfants, leurs propres enfants. Professeur Hermaniac Liporte, est-ce que c'est possible de vivre sans? Bon, écoutez, Steve Jobs, les patrons de Google et tout ce genre-là n'ont pas utilisé l'informatique, l'iPhone et tout avant. Ils sont partis à partir de rien, donc à partir de leur cerveau, pour arriver à ce qu'ils inondent le monde entier actuellement. Alors, pour préparer leurs enfants à ne pas être dans l'abrutissement qui s'est installé, on les met à l'écart des outils abrutissants en créant une école qui fait en sorte que c'est eux encore dans l'avenir, les enfants de ce patron de Google, de Facebook et tout, qui dans l'avenir vont créer d'autres choses qui ne seront pas du modèle de leur père, mais d'un autre genre de modèle pour assujettir davantage l'humanité. Parce que le véritable problème, c'est que lorsque vous entrez dans la distraction permanente, vous devenez improductif. Vous voyez des gens, tu es derrière la moto, tu es en train de regarder ton téléphone. Tu marchais à pied, en bordure de la route, si bien que deux fois tu es sur la chaussée avec le téléphone en main. Oui. Bon, tu es au bureau, si le patron ne surveille pas ce que tu fais, tu es avec le téléphone en main. Finalement, tu n'as pas d'idée de ce que tu peux apporter comme contribution à cet emploi qui te paye le salaire. Donc, il n'y a pas de chance aujourd'hui, surtout pour nous les Africains, d'avoir une élévation intellectuelle créative du moment où nous sommes dans le suivisme. Alors, donc, ces éléments qui ont été proposés là, je ne les ai pas proposés par hasard, parce que moi-même, je suis parfois assujetti
des réseaux sociaux la preuve d'où me sortaient ces éléments. Et il faut aller les chercher. Bon, donc ça veut dire que il faut peut-être accorder un temps pour ça, mais non accorder tout le temps pour ça. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons prendre le SOS téléspectateur. Patriarche, merci pour l'émission. C'est la première fois que je tombe dessus. J'aimerais savoir comment faire pour renouer avec mes ancêtres. J'habite en Allemagne. Bon, alors pour renouer avec vos ancêtres, il faut déjà se dire que ce n'est pas une recette magique, mais c'est une volonté de pouvoir fonctionner par le biais de vous-même, en relevant le défi qu'il y a entre vous physique et vous métaphysique, vous abstrait. C'est-à-dire comment faire pour que votre être intérieur prenne le dessus sur la matière qu'est le corps physique. À partir de là, vous aurez la possibilité de rêver, de faire des rêves utiles. Vous aurez la possibilité d'entrer en contact avec les dévanciers à travers la méditation et à travers bien d'autres méthodes de recherche, de communier avec ceux qui sont partis, nos ancêtres. D'accord. On poursuit avec ce message qui n'est pas signé. Veuillez signer vos messages, s'il vous plaît. Bonsoir, vous sur le plateau. Ma question est de savoir quels sont les impacts de nos ancêtres sur notre vie, comment causer avec ces ancêtres. Bon, l'impact, on l'a dit tout à l'heure, que si votre père, par exemple, en mourant, vous laisse quelque chose de simple, que vous ne voyez pas l'importance de cette chose-là, mais que lui, avant de mourir, ayant le souci du fait que tu vas rester souffrir beaucoup et qu'il faille que tu te laisses avec quelque chose qui va t'aider. Ça ne fût-ce qu'une cuillère, une fourchette. Alors, en mangeant avec tout le temps comme lui, il le faisait, les vibrations de cette pierre, de cet outil, vous mettront en contact avec lui. Oui. Et en même temps, vous permettront d'améliorer vos vibrations. Bon, maintenant, comment ils vous mettront en contact avec? Mais c'est parce que la vie ne meurt pas. La vie, chez un individu, ne fût-ce que votre père, est resté vivant. Votre père est resté vivant. Le corps physique a été enterré. Et le fait qu'il est resté vivant, il est possible qu'il veille à vous, il veille sur vous parce que du fait de son vivant, il sait ce qu'il vous fallait, ce qui vous manque, donc bien des choses. Et ne peut pas ne pas continuer son travail même après la mort. Et puis il y a des manifestations, c'est comme une manne magnétique. Lorsque un Français aujourd'hui veut savoir ce que De Gaulle avait dit, on prend une bande magnétique de De Gaulle ou de Mitterrand, on met à la télé et on voit De Gaulle, on voit Mitterrand. Ça, c'est des preuves que tout ne s'efface pas. Hein? D'ailleurs, tout reste. Tout reste d'autant plus que même ceux qui n'ont pas été enregistrés, quelque part sur des bandes magnétiques, dans la sphère cosmogonique, leurs images sont restées, leurs paroles sont restées, que les médiums peuvent explorer et amener à ce que on revive le son de son père. Voilà. Ok, patriarche, que représente le chapeau
comme héritage laissé par mon grand-père. C'est James qui nous envoie ce message. Là, ça rentre dans le cadre de la voyance. On va analyser ça à part. Parce que je risque d'être porté à une gymnastique intellectuelle à sensation, à vouloir répondre là tout de suite que ça représente ceci, ça représente cela. Non, là, il faut faire des investigations du côté de la voyance. Voilà. Patriarche, merci pour l'émission. Thème très intéressant, s'il vous plaît. Veuillez éviter d'appeler pour le moment. Les appels se font après l'émission. Vous pouvez juste faire des SMS ou alors des WhatsApp. Patriarche, on va poursuivre avec ce message. J'aimerais avoir le numéro du patriarche car je voudrais le contacter hors antenne. Bon, vous aurez mon numéro, on va vous le passer par le même canal, il n'y a pas de problème. Ok. Patriarche, mon père est décédé sans rien nous dire et vraiment ça nous pose beaucoup de problèmes. Comment gérer Veuillez éviter d'appeler, s'il vous plaît. N'appelez pas pour le moment. Comment gérer son héritage? Bon, mais il ne l'a pas fait pour rien. Sauf s'il est mort par accident. Parce qu'il y a des personnes, quand ils constatent que vous êtes très désordonné, ils vous laissent dans l'impasse. Ça arrive même dans les pays, lorsque les gens se bousculent, personne ne veut écouter le grand chef. Il vous regarde, il dit, le jour que je vais mourir, vous allez rester souffrir. J'aurais dû tout arranger de mon vivant. Donc ça dépend. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous êtes là quand quelqu'un meurt. Bon, qui court vite vers le frigo, qui court vite vers la voiture, qui court vite vers la télé et tout. La télé qui était commune pour tout le monde dans la maison, ça devient la télé qui est dans une chambre. Les autres ne doivent plus regarder cette télé. Alors, du vivant de votre père, pourquoi c'était disponible pour tout le monde? Pourquoi maintenant, après sa mort, le plus fort s'en accapare? Bon, alors quand vous commencez comme ça, depuis que vous êtes tout petit, on a essayé de parler de ça, de vous concilier et tout, vous n'avez pas voulu entendre. Bon, on sait que même en partageant les choses de façon formelle, il y aura toujours le désordre. On vous laisse vous débrouiller. Voilà. D'accord. Merci pour l'édification, professeur Herman Yaglipot. Mon père, vraiment, ça fait longtemps, ça fait aujourd'hui plus de 30 ans que je vous suis. Et j'aimerais savoir si je peux vous rencontrer pour le cas de ma grand-mère qui souffre de diabète. Bon, de toute façon, on ne demande pas la permission pour aller vers une personne dont on a l'espoir que ne serait-ce qu'un conseil peut sortir de cette personne-là. Donc, mon numéro personnel vous sera communiqué et vous ferez de ça ce qui serait utile pour notre rencontre. Voilà. Ok. Quels enseignements traditionnels permettent de guider les enfants dans la compréhension de leurs racines spirituelles? C'est en refutant tout ce qui a été importé ou exporté en Afrique et en s'attelant sur les héritiers de nos traditions, parce qu'il en a toujours. Les traditions de chaque coin du Cameroun sont entre les mains de certains patriarches, mais qui ne sont pas consultés. Je le dis souvent, c'est difficile de voir dans une télé mettre quelqu'un qui n'était pas à l'école dans un plateau où quand il parlait, il y a un traducteur. Bon, pourquoi? C'est comme si tu ne parlais pas français ni anglais, tu ne connais rien. Pourtant, les gens ont des connaissances, Oui. des vrais, mais qui ne connaissent pas la langue des gens. Et la langue des gens, c'est la langue d'emprunt,
de manière à ce que vous restez dans une caricature linguistique qui fait en sorte que vous réfléchissez comme on vous a appris à réfléchir. Pour finir, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes seulement intelligent. Vous restez dans une certaine forme d'intelligence qui vous permet de gérer votre quotidien. Voilà. Ok, Donc, Oui, professeur. Non, ça va. Je vous remercie pour l'émission. Ma question est la suivante. Comment pourrons-nous faire pour transformer nos traditions en véritable religion aussi puissante comme le christianisme ou l'islam? Non, nous n'avons pas besoin de ça. Parce que la tradition tourne sur la base du respect des lois de la nature. Les religions tournent sur la base du respect d'une codification qui peut être morale, qui peut être des avertissements qui vont dans le sens de faire peur. Soit on ne suit pas le code, on va en enfer, soit on suit le code, on va au paradis. Bon, les traditions, c'est pas ça. Les traditions ne connaissent pas le diable, ne connaissent pas un certain genre de Dieu, ni le paradis, ni l'enfer. Les traditions sont telles que tu craches en l'air, attends que tu reçoives ça sur ton visage. Donc, ça te met en garde par rapport à ton comportement. Et si tout le monde se comporte bien, on a une autre société. Mais si on se comporte comme pour dire que je suis chrétien, je vais prier, ou je suis musulman, j'ai 5 prières par jour pour effacer mes péchés de la journée, et que à la fin de la semaine, j'irai à la mosquée, je vais prier pour effacer les péchés de la semaine, et la semaine prochaine, on recommence avec les péchés à zéro. Alors, il y a un problème. Entre-temps, on est prêt à utiliser une arme pour tuer, on est prêt à bagarrer, on est prêt à insulter, on est prêt à faire tout, sauf à s'aimer autour de soi la paix. Parce que les religions divisent les enfants de Dieu au lieu de les rassembler. Alors, ce qui est une preuve que c'est un milieu inadéquat pour le bien-être d'un individu. Voilà. D'accord. Bonjour professeur, beaucoup de plaisir à suivre votre enseignement. Très belle émission. Bonne santé à vous professeur. C'est Alice Laté qui nous envoie ce message. Merci beaucoup Alice. Bien des choses à toi. Est-ce que nos ancêtres étaient-ils nobles? C'est Budel qui nous envoie ce message. Noble? Noble, oui. Est-ce que nos ancêtres étaient nobles? De toute façon, il n'est pas question de juger nos ancêtres. S'il y avait question de juger les ancêtres, c'est que les esclavagistes, qui sont les Américains, des Européens, qui ont vidé le continent américain en tuant ceux qui étaient déjà en place, les autochtones, et ainsi installant, seraient aujourd'hui en train de regretter. Mais ils ne regrettent pas. Bon, les enfants, les petits-enfants de ces esclavagistes continuent à faire la même chose comme leurs ancêtres. L'Europe également. Donc l'Africain n'a pas le droit de regretter de ce que seraient les manquements de ses ancêtres. Non. Parce que nous, dans les traditions bantoues, on dit que si le sein de ta mère avait du pu, tu l'as sucé et tu vis. Oui. Pourquoi commencer à dire que ma mère, machin et tout? Non, il faut qu'on arrête ça. Le véritable problème, c'est de voir le côté qui est bon et l'explorer. Parce qu'un être humain n'a pas que le mauvais côté. Non. Voilà, il y a des bons côtés, il y a le bon côté qu'il faut utiliser pour pouvoir faire évoluer ta vie. D'accord. Patriarche, avant, je voyais mon papa décédé dans les rêves et il me disait quoi faire.
Aujourd'hui, je ne le vois plus. C'est dû à quoi? Parce que tu n'as pas respecté un certain nombre de choses. Ou alors il a constaté que déjà tu es assez grand, tu peux voler tes propres ailes. Il ne va pas tout le temps venir t'assister. Donc ça dépend. Il s'est passé quelque chose, je le disais dans une édition, où une dame avait l'argent de la scolarité de ses enfants, le tout. Et ce n'était pas des petits montants. Le montant à l'époque, il y a plus de 30 ans aujourd'hui que j'ai connu cette situation. Presque 40 ans, et c'était les 300 000 et tout. Bon, elle a eu cet argent comme ça pendant 3 ans. La 4e année, elle a rendu public à ses copines et tout qu'elle ne souffrait de rien. Et elle a toujours l'argent, elle croit que c'est son mari qui vient mettre l'argent dans l'armoire sur les documents de moins scolaires de ses enfants. Alors finalement, la 4e année, elle n'a plus rien eu. D'accord. Voilà. Donc, ça peut être quelque chose du genre que tu as été un peu indélicat en communiquant le secret qu'il y avait entre papa et lui. Hein? Voilà. Qui étaient les témoins des principaux événements de la vie de nos ancêtres? C'est DICAP qui nous envoie ce message. Ce qui étaient les témoins des principaux événements de nos ancêtres, c'est la progéniture. C'est-à-dire, si nous sommes là, c'est qu'il y a eu des ancêtres. Alors, s'il n'y avait pas eu des ancêtres, il n'y aurait pas eu, moi par exemple, mon père a eu un père, son père a eu un père. Hein? Et ces aïeux-là, s'ils n'avaient pas existé, mon père n'aurait pas existé. Si mon père me dit qu'il a eu un père, qui n'est pas tombé du ciel, et que moi je sais bien que j'ai eu un père, parce que je ne suis pas tombé du ciel, et qu'aujourd'hui, mes enfants, je les vois, et je les vois avec les enfants, par exemple. Alors, les témoins, c'est ça. On n'a pas besoin d'un autre genre de témoins. D'accord. Voilà. On poursuit avec ce message de Joël depuis Douala. J'ai eu un contact fort avec mes ancêtres il y a quelques années et ne comprenant pas ce qui m'arrivait, j'ai perdu beaucoup de biens matériels et j'ai l'impression qu'ils ne me parlent plus. Comment comprendre ce qu'ils attendent de moi? Merci pour l'émission. Bon, mais alors, vous allez commencer à faire un petit exercice tous les soirs avant de dormir. Vous buvez un verre d'eau, vous restez en méditation, vous pensez à votre Père, si c'est avec lui que vous communiez. Vous pensez à lui profondément, au point de se mettre au lit et de s'endormir en ayant pour dernière pensée son image. Bon, à force de faire cette pratique, au bout d'un temps, ça va revenir. Voilà. D'accord. Patriarche, comment faire pour vous rencontrer? Je suis sur le point de me marier et j'aimerais savoir si ma fiancée est la bonne personne. Bon, de toute façon, la personne, on lui communiquera mon numéro. Et si c'est que tu veux mettre un bémol sur votre choix, vous allez faire l'étude de vie métaphysique qui est versée dans la compatibilité pour voir si l'affinité entre elle et vous est là. Ce ne serait pas mauvais de le faire. Voilà. Parce que celui qui se marie mal rate sa vie ou bien entache sa vie. Parce que tu peux ne pas rater ta vie puisque tu peux te remettre. Mais tu peux prendre du retard dans ta vie à cause de cela. D'accord. Patriarche, actuellement, je vis seule. Je suis sur le point de me marier. J'ai 28 ans. Mon conjoint, il a 40 ans. Il a des enfants. Cependant, j'ai très peur de m'engager dans cette relation parce que, ne sachant pas ce qui m'attend là-bas,
Je voudrais avoir votre sagesse. Bon, je conseille toujours aux gens de faire une étude de compatibilité. C'est très important parce que même si cette étude ne va pas changer votre avis, au moins vous êtes une personne avertie, un homme averti en vos deux. Voilà. Mais, professeur Herman Yaglipot, comment on fait pour être à l'aise dans un foyer où il y a de grands enfants? C'est-à-dire, des fois, on a comme impression qu'on se sent étranger. Une femme qui entre dans un foyer où le monsieur a des grands enfants, ou l'inverse, parce que Oui. vous vous mariez d'une femme qui a des enfants, qui sont grands, qui sont même très protecteurs à leur mère. Hein? Bon, il faut se mettre dans la logique que vous n'êtes pas le bourreau de madame, vous êtes plutôt le conseiller. Il faut se mettre dans la logique que les enfants doivent voir en vous quelqu'un qui les protège, quelqu'un qui est leur ami, même si dans un premier temps, ils ne sont pas votre ami, parce que rejetant cette relation, fin de compte, ton attitude va les amener à t'adopter. Parce que socialement parlant, il est difficile d'avoir une personne qui est avec vous et qui aime la paix, qui veut être amicalement avec vous, qui partage les sentiments de, comment je peux dire, de paix, et que vous lui faites la guerre tout le temps. C'est difficile, à un moment donné, vous commencez à désarmer en disant que mais cette personne-là, même si on fait quoi, elle ne dit rien. Pourquoi continuer à l'embêter? Ne serait-ce que une des personnes dans le groupe, dans le milieu, va se prononcer à ta faveur. Mais c'est l'envie de venir tout changer que ça ne peut pas être possible, parce que lorsque vous rentrez dans un milieu où les gens ont leurs habitudes, ne viens pas changer leurs habitudes. Change tes habitudes au profit de leurs habitudes. Et commence maintenant à corriger petit à petit ce qui a lieu de corriger. Par exemple, tu trouves une maison où les gens sont sales. Ils ne se lavent pas, il y a les odeurs et tout. Bon, tu ne vas pas dire je ne me lave pas parce que les gens ne se lavent pas ici. Non, tu te laves. Mais maintenant, comment parler de la saleté, des odeurs, de ci, de ça, dans l'environnement sans blesser quelqu'un? C'est ça qu'il faut maintenant chercher le topo. Parce que c'est en trouvant un terrain d'entente, de par des conseils ou bien de par quelque chose qui ne choque pas, qu'on va... Une pédagogie, quoi. Une pédagogie. Ça, il faut être au-dessus de la mêlée. C'est à qui? C'est à la femme de chercher, c'est ça? Oui. Quel est le rôle du mari dans la maison? Non, le mari a été... Elle est étrangère. Non, le mari a été laxiste. C'est-à-dire que c'est une situation qui est pourrissante. C'est une situation que tu trouves. Ça veut dire qu'il n'a pas été à même de mettre de l'ordre du tout, du tout. Bon, son rôle, cette fois-ci, c'est de te soutenir, de réfléchir ensemble et de trouver des solutions ensemble. C'est-à-dire que si on dépose l'assiette quelque part, on ne l'a pas lavée. Oui. Et qu'on demande à un grand enfant de laver l'assiette, mais il va dire que, mais attends, la femme de mon père, là, quoi qu'elle est venue ici pour qu'on soit ses domestiques. Bon, le père entend. Il les appelle par derrière et dit ce que vous faisiez avant. Ça ne peut plus continuer comme ça. Hein? Bon, et d'un côté, on lave les assiettes sans dire que l'assiette là doit rester là. Mais de l'autre côté, le père a attiré l'attention aux enfants que
si au moins tu n'arrives pas à laver ton assiette que tu as mangé avec, alors sache que tu as acheté une assiette, quand on veut te servir la nourriture, on te sert la nourriture dedans, même quand ce n'est pas lavé. C'est toi qui sais comment tu vas t'en sortir, au moins tu s'asseras ton assiette ou ton plat. Bon, il y a des petites choses qu'il faut faire sans toutefois bousculer les mœurs. C'est pas évident parce qu'il faut vivre dans ces milieux. Karmiquement parlant, tu ne peux pas arriver dans un milieu qui ne te ressemble pas, qui se ressemble, qui te ressemble, c'est pourquoi tu es là. Mais ça ne te ressemble pas sur certaines choses. Parce que ça ne peut pas être une ressemblance totale où tout répond à 100%. Non, ça ne peut pas. C'est que parfois c'est compliqué. Hein. Des fois, on comprend tout de suite que il arrive un jour où il y a des problèmes et vous êtes au milieu, il faut choisir entre sa femme et choisir. Voilà. Et c'est ce qui n'est pas évident du tout. Est-ce qu'alors on ne pourrait pas faire ceci, c'est-à-dire trouver un espace avec sa femme et laisser les enfants vivre dans leur milieu, ils sont habitués normalement, à ça. quand les enfants deviennent grands, ils doivent vivre chez eux. Chacun doit rester, avoir le chez lui. Mais ce n'est pas, c'est des choses qui se parlent, mais c'est des choses qui ne sont pas faciles à réaliser. Bon, une femme qui a l'habitude de garder les enfants des gens dès le bas âge ne se sent pas gênée devant les grands-enfants d'un monsieur qu'elle accepte de marier. Mais une femme qui a peut-être ses enfants qui mangent, qui sont mieux servis que les enfants de X ou Y qui viennent habiter à la maison, les enfants de ses cousins, cousines et tout. Priorité alimentaire d'abord à ses enfants, le reste on voit après. Cette femme-là ne peut pas être tranquille avec des grands-enfants de son mari. Elle qui n'était pas mariée en tant que telle au départ, mais qui a fait aussi des enfants. D'accord. Voilà. On poursuit avec ce message de Iba. Je voulais savoir, est-ce que chercher à entrer en contact avec ses ancêtres est une mauvaise chose pour un non-initié, par exemple? Non, mais si on a la chance d'être en contact avec ses ancêtres, initiés ou pas, c'est toujours bien. C'est même une chance qu'on ne soit pas initié et qu'on soit en contact avec ses ancêtres. Parce que par là, l'initiation va venir. Voilà. Ok, mon père, salut. Ma maman est décédée depuis. À un moment donné, elle me parlait. Aujourd'hui, elle ne me parle plus dans le rêve. J'aimerais savoir si j'ai enfreint une règle. Bon, j'ai dit qu'il faut toujours garder le contact avec les dévanciers, les grands-parents qui sont décédés depuis et tout. Pour le peu que ces contacts-là avaient eu lieu au départ, il faut voir sous quel angle il y avait ces contacts. Bon, ce n'est pas au cours d'une émission où l'interlocuteur que je suis, je vais devoir vous unir, parce qu'au départ, je n'étais pas là. Je ne sais pas comment ça a commencé. C'est comme tu peux aller voir un thérapeute, un médecin, et tu lui dis tu as les maux de tête, tu ne lui dis pas que tu ne digères pas bien du tout. Et que chaque fois que la digestion se bloque, les maux de tête viennent. Parce que toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu as les maux de tête souvent. Bon, donc parfois, il faut apprendre à aider les gens. Je ne peux donc pas remettre en contact quelqu'un qui a perdu le contact avec sa mère ou avec son père, le contact dans les rêves. Voilà, je ne peux pas, parce que je ne sais pas la combine qu'il y avait au départ et qu'est-ce qui a fait rompre cette combine. D'accord. J'aimerais savoir, il m'arrive parfois de causer avec les défunts, parfois de ma famille et même ceux qui ne sont pas de ma famille. Je ne les vois pas, mais ils se présentent à moi et me passent un message que je dois communiquer à qui de droit. Mais mon entourage m'a toujours dit que c'est une mauvaise chose, c'est un mauvais don.
que je dois abandonner. J'aimerais savoir, professeur, s'il vous plaît, aidez-moi. Non, il ne faut pas l'abandonner. Il faut peut-être faire seulement attention parce qu'il y a des gens qui ne parlent que d'accidents. S'il vient vous voir, c'est pour vous dire qu'il a rêvé que vous allez faire l'accident. Et là, c'est très dangereux parce que c'est tout le monde qui pense que tu es même devenu sorcier parce que toi, tu n'es que l'oiseau de mauvaise augure. Mais si tu viens dire à quelqu'un que tu auras beaucoup d'argent, non, il va dire rêve comme ça tout le temps, pardon. Tes rêves là sont bien. Alors donc, très souvent, les rêves qui sont portés sur les malheurs et tout, font en sorte qu'on soit marginalisé lorsque Pourtant, c'est aussi nécessaire que tu saches que tu auras des problèmes si tu ne fais pas attention dans la journée. C'est comme l'horoscope. Voilà. On peut dire que c'est les rêves horoscopiques. Patriarche, comment savoir qu'il y a compatibilité naturelle entre un couple ou bien y a-t-il des pratiques traditionnelles qui permettent de savoir s'il y a compatibilité? Non, on fait une étude à partir de la date de naissance et du nom de la personne que vous voulez marier, votre date de naissance et votre nom. La première année des rencontres, ça dégage tout. C'est un document qu'on va monter sous forme de rapport. Et le résultat de ce rapport vous donnera la chance de savoir s'il faut continuer à espérer que tu vas bien te marier, ou il faut faire attention, c'est un coup de foudre, ou il faut vivre avec la personne spirituellement, parce qu'il y a des relations, et même de couple, où c'est la donne spirituelle qui va mieux que les simples choses. Voilà. Patriarche, ma grand-mère me parle tout le temps dans mes rêves, mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle me dit. J'aimerais vraiment comprendre ce qui ne va pas. Merci pour l'émission. C'est Patrice de Kribi. Bon, votre grand-mère vous parle, vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas attentif. Devenez attentif. Être attentif, c'est prendre cet échange-là au sérieux. Ne pas trouver ça comme des simples rêves prémonitoires ou quelque chose d'aussi simple, non. Prenez ce contact-là au sérieux. Vous allez voir comment, fin de compte, ça va s'arranger. Tout va s'arranger, quoi. Quelle est la différence entre les génies et les ancêtres, puisque les génies ne meurent pas, mais les ancêtres meurent et nous parlent? Pourquoi? C'est Yvan qui nous envoie ce message. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle les génies, qu'est-ce qu'il y a à comparer les génies avec les ancêtres. Bon, les ancêtres ne meurent pas parce que la vie ne meurt pas, c'est tout. Si les génies ne meurent pas, c'est qu'ils sont portés dans le même registre de la vie qui les entretient. Donc c'est la même chose. Voilà. Professeur Herman Yaglibot, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Est-ce qu'on peut avoir votre mot de la fin? Bon, alors, qu'est-ce que je dis? On attend les thèmes. Hein? Bon, et puis, celui qui nous donne l'occasion de travailler sur son thème, on attend son commentaire, ne serait-ce que au téléphone, nous appelle s'il y a des reproches ou des malentendus, du moins les non-dits ou les non compris, ça nous permet de nous améliorer. Bon, parce que ces thèmes-là, nous nous mettons sur ça parce que nous sommes intéressés. Nous pensons que l'intérêt que la personne porte à nous communiquer un thème est partagé. D'accord. Voilà. Merci, professeur Herman Yaglibot. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23h. D'ici là, portez-vous bien.